Bienvenue sur Savoir en éveil, le podcast qui explore les multiples facettes de l'éducation sous la houlette de votre serviteur, Maître Guillaume. Rejoignez-nous pour des discussions enrichissantes, des conseils éducatifs précieux et des réflexions inspirantes sur l'art d'enseigner et d'élever. Et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast Savoir en éveil. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va faire un épisode beaucoup plus court, mais pas moins intéressant, ça pour le coup c'est une certitude, puisqu'aujourd'hui on va parler de l'effet Pygmalion. Et on va le lier avec le postulat d'éducabilité, on va voir ce que c'est aussi. L'effet Pygmalion, c'est une prophétie autoréalisatrice, donc le fait de croire que quelque chose augmente les possibilités qu'elle se réalise, et qui permet d'augmenter les performances d'un sujet en fonction du degré de croyance en sa réussite, venant d'une autorité ou de son environnement. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? L'effet Pygmalion, ça veut dire que si dans ma classe, je motive mes élèves, je leur fais croire qu'ils sont forts dans ce qu'ils font, ils vont devenir meilleurs dans la discipline concernée. Par exemple, si le petit Billy, qui est tout pourri en maths, je lui dis « Ah mais là Billy, t'es trop fort, c'est parfait, tu vas y arriver », eh bien Billy, petit à petit, même si au début c'est faux, même si au début il n'arrive pas à faire grand-chose, le simple fait de s'entendre dire qu'on est bon, eh bien ça va lui donner confiance, ça va lui donner la motivation pour travailler, ça va lui donner la motivation pour progresser. Là-dessus, moi j'ai un exemple. Lorsque j'étais stagiaire, peut-être que je vous en ai parlé dans un épisode précédent, je ne me rappelle plus. C'était un élève qui avait des soucis de motricité fine. Alors la motricité fine, c'est-à-dire qu'avec sa main, déjà il tenait très très mal son stylo, il n'avait pas la force nécessaire pour tenir son stylo correctement. Et en plus de ça, il écrivait 2 lettres par page, tellement il écrivait gros, tellement ses lettres allaient dans tous les sens. En CP, il est tombé sur une enseignante qui l'a traumatisé et il se sentait nul en écriture, il n'y arrivait pas, alors que par ailleurs c'était un garçon qui était hyper performant. Il était très bon en maths, il était très bon en français, il retenait toutes les règles de grammaire, toutes les règles de mathématiques, les opérations, tout ce que vous voulez. Mais en écriture, c'était catastrophique. Et j'avais vu ses parents en rendez-vous à la rentrée, ils m'ont parlé de ça, de la difficulté qu'il avait eue avec sa maîtresse de CP. Et moi, en général, ce genre de gamin, ça me touche beaucoup. Donc, lui, c'était un de mes combats de cette année de CE1. Et ce que j'ai fait, chaque fois qu'il écrivait, je le couvrais de louanges. Mais je n'exagère pas. J'étais là, ouais, mais Billy, mais est-ce que tu te rends compte à quel point c'est trop bien ce que tu as fait ? Regarde, je t'ai donné telle consigne, telle contrainte, et tu as réussi. Et alors, lui, après, au début, il commençait à me dire, oui, mais maître, c'est pas aussi bien que les autres. Et là, je lui disais, mais en fait, on s'en fout. Regarde ce que tu as fait avant, regarde ce que tu as fait maintenant. Donc tu vas continuer à progresser, tu vas t'améliorer. J'ai fait ça toute l'année avec lui. Et ça a marché. Ça a marché, ça a tellement bien marché. Alors à la fin, je vais quand même pas dire qu'il écrivait aussi bien qu'un autre élève. Mais en le félicitant et en adaptant le travail à ses besoins, en fait, j'ai réussi à lui faire écrire sur des lignes normales. Donc il y a différentes, quand on apprend à écrire, il y a différentes hauteurs entre les lignes. Et plus on arrive vers le CIS normal, plus ça veut dire qu'on est un écrivain, un scripteur expert. Il n'aura jamais, je pense, une très belle écriture, mais maintenant il écrit de manière fluide. Il prend du plaisir à écrire, à tel point qu'il m'avait fait un dessin à la fin de l'année en me disant « Merci de m'avoir redonné le goût à l'écriture ». Et alors ça je vous jure, enfin c'était incroyable. C'était pardon de l'expression, mais c'est un putain de souvenir. C'est fou en fait, voir un gamin de CE1 qui est paniqué à l'idée d'écrire et rien que alors c'est pas rien qu'en le félicitant, mais par cet effet Pygmalion, lui redonner confiance en lui, lui permettre de s'améliorer, alors que sa maîtresse de l'année précédente n'arrêtait pas de le défoncer parce qu'elle n'avait pas la patience, parce que plein de choses l'expliquaient, mais en tout cas pour lui, elle ne lui faisait pas du bien. Et bien ça, franchement, c'est typiquement pour ce genre de choses qu'on devient professeur. Et c'est exactement ce à quoi je m'attendais là-dessus. Par contre, l'effet Pygmalion, ça peut avoir un effet inverse. L'effet inverse, ça va être de dire à ce même Billy, Billy, en fait, en écriture, t'es pourri. En écriture, tu ne vas pas y arriver. En écriture, tu n'écriras jamais bien.
Ça peut être en écriture, ça peut être en mathématiques, en n'importe quoi. Si on prend typiquement l'exemple des maths, ce qui va se passer, c'est que si Billy entend de son enseignant qu'il est nul, qu'il ne va pas y arriver, à chaque nouvelle leçon, il va croire que ça va être trop compliqué pour lui. Donc il va faire des blocages, il va se déconcentrer. Et forcément, au bout d'un moment, aux évaluations, il va se ramasser. C'est sûr. Comme il va se ramasser aux évaluations, il va stagner là où les autres élèves vont continuer d'avancer. Et ça fait que, au final, c'est vraiment autoréalisateur parce que, à force de répéter à Billy qu'il est nul, Billy va finir par le croire, il va rater toutes ses évaluations, il ne va pas réussir à intégrer les nouvelles notions, donc il va devenir nul en maths. Et ça c'est un effet très 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 fort, que ça soit à la maison ou à l'école. C'est pour ça qu'à l'école, même si tous les enseignants ont des chouchous et des élèves qu'ils aiment beaucoup moins, eh bien, ils essaient au maximum de ne pas le faire ressentir. Alors après, forcément, c'est pas toujours possible. Il y a des moments où les élèves s'en rendent compte et c'est terrible et il faudrait l'éviter. Mais on est dans des comportements entre humains. On vit ensemble 5 jours par semaine et 6 heures par jour. Donc forcément, les enseignants ne sont pas des robots, les enfants ne sont pas des robots. Chacun vient avec ses affects, vient avec ses difficultés et ses forces. Ça finit par se ressentir. Mais à la maison, c'est pareil. À la maison, si vous dites à votre gamin non, là tu es nul, là tu n'es pas bon, il va finir par croire ça. En plus, déjà par l'enseignant, c'est un message fort, mais là, vous êtes les parents. Vous êtes les parents, vous êtes les premiers référents de vos enfants. Donc ce que vous allez dire à votre enfant, quand vous allez le dénigrer, eh bien, il va le prendre, mais puissance 10 000. Forcément, vous l'avez mis au monde, c'est vous qui l'avez éduqué, il est totalement dépendant de vous, votre enfant est totalement dépendant de vous. C'est pour ça qu'être parent, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, entre autres, parce qu'il y a une vraie responsabilité sur un être humain. Et il y a un pouvoir d'action sur un être humain qui est immense. Donc cet effet Pygmalion, si on le prend de manière négative, même à la maison, ça peut avoir des effets dévastateurs. C'est pour ça que même si votre enfant n'est pas très bon, si vous arrivez à admettre que votre enfant est nul sur quelque chose, il faut continuer à l'encourager et à le féliciter sur ses réussites. Ça ne veut pas dire que il faut dire que c'est bien quand c'est pas bien. S'il a raté totalement un exercice, vous lui dites, ben là, cet exercice, il est raté. Mais par contre, moi, ce que je vois, c'est que tu t'es beaucoup mieux concentré que la dernière fois, c'est que tu as mieux lu la consigne, c'est que ça, c'est que ça, c'est que ça. Donc maintenant que ça, c'est acquis, trop bien, on va pouvoir évoluer vers encore autre chose. Mais il faut pas désespérer devant son enfant. Quand on est enseignant, il ne faut pas désespérer devant ses élèves. Quand on est parent, il ne faut pas désespérer devant son enfant. Et ça a un nom. Ça s'appelle le postulat d'éducabilité. C'est quelque chose qui est très fort chez les enseignants, normalement chez tous les enseignants, c'est de considérer que quel que soit l'enfant qu'on a en face de nous, on peut l'éduquer. Il n'y a aucun enfant qui n'est pas éducable, il n'y a aucun enfant qui ne peut pas évoluer et qui ne peut pas s'améliorer. Ça ne veut pas dire que tous les enfants iront au même niveau, ils auront le même niveau d'études, ils réussiront de la même manière. Ça veut dire que tous les enfants peuvent évoluer. Et ça doit être, même si c'est difficile, la maison c'est souvent beaucoup plus compliqué que l'école, parce qu'il y a un affect qui est beaucoup plus important puisque c'est votre enfant. Vous vivez tout le temps avec lui, de sa naissance jusqu'au moment où il quittera le domicile familial. Ça peut être très difficile. Mais il faut essayer, au moins pour les devoirs, de dire, bon ben là tu as raté ça, mais on s'en fiche parce que tu as déjà réussi ça. Et une fois que tu as réussi ça, on va pouvoir essayer de réussir ça, et on va pouvoir essayer de réussir ça, et ça, et ça, et ça. Donc votre enfant, vous lui préservez sa confiance en lui. Dans la définition de l'effet Pygmalion, il y a vraiment, le terme important, c'est la prophétie auto-réalisatrice. Si vous faites croire à votre enfant qu'il peut réussir, qu'il est suffisamment intelligent pour réussir, il va réussir. Ça ne veut pas dire que ça sera facile, ça veut dire qu'il peut réussir. Donc voilà en quelques mots ce qu'est l'effet Pygmalion.
Je vais vous redonner de manière plus annoncée un ou deux leviers pour aider votre enfant et pour éviter l'effet négatif de l'effet Pygmalion. Ça va être de l'encourager tout le temps à se surpasser ou à retravailler ce qui ne va pas, sans jamais lui dire qu'il est nul. Si votre enfant, vous lui dites ça, tu l'as réussi, c'est vachement bien, c'est pas tout à fait ce qu'on te demandait, mais tu as déjà réussi à faire ça. Le reste, ça va prendre un peu plus de temps, mais ce n'est pas grave, on va y arriver, on va le travailler ensemble. Et bien là, vous allez maintenir la confiance de votre enfant dans ses capacités et vous allez créer une prophétie auto-réalisatrice. Votre enfant s'entend dire qu'il est capable de le faire parce qu'il est suffisamment intelligent. Ça demandera peut-être un peu plus de temps, il faut retravailler les choses. Eh bien, en retravaillant, il va réussir. Parce que factuellement, en retravaillant, il va forcément réussir. Il va falloir peut-être du temps, il va falloir peut-être une aide extérieure, soit un coaching parental si vous ne savez pas comment faire travailler votre enfant, soit donner des cours particuliers si vous n'avez pas le temps, si vous ne vous sentez pas l'âme d'un pédagogue ou d'une pédagogue, mais votre enfant va réussir. Et ça, c'est le message le plus important que vous pouvez lui donner. Et à l'inverse, si vous dénigrez trop votre enfant, la prophétie auto-réalisatrice va quand même s'accomplir. Vous dites à votre enfant qu'il est nul, il se dit bon mais de toute façon je suis nul, je ne suis pas intelligent, je vais essayer de travailler mais je pense que je ne vais pas y arriver, ça veut dire que je n'y arriverai pas. Et là le retard va commencer vraiment à s'installer. Ça y est, c'est la fin de cet épisode. Comme annoncé, il est un peu plus court que les autres, mais j'espère qu'il vous aura quand même plu. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo ou mettre 5 étoiles sur Spotify, partagez cet épisode, commentez si vous avez des questions. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.